Bien, bonsoir à tous. Bienvenue à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Preuve que nos séries de conférences intéressent beaucoup de citoyens. Et c'est une très bonne raison d'avoir réuni ce soir autour d'un sujet tout à fait passionnant, des gens qui ont des avis pertinents et une salle, je pense, qui saura aussi contribuer à la richesse de ce débat sur cette problématique qui nous concerne tous. Donc je vais simplement me permettre de vous présenter les participants à cette soirée. D'abord, et comme premier intervenant, Ahmed Saïb, qui est sociologue démographe et qui va nous proposer, j'ai envie de dire en apéritif ou en introduction, un cadrage sur les 40 ans, les 40 dernières années d'urbanisation dans le Bas-Rhin qui va nous permettre de mieux saisir les enjeux et les problématiques et de pouvoir évoluer dans ce débat, et qui est directeur de projet à l'ADEUS. Donc merci d'être venu et de vous prêter à cet exercice. Éric Hamelin, qui est sociologue, urbaniste, qui dirige un bureau d'études de projets d'urbanisme, qui est auteur d'un ouvrage sur l'étalement urbain qui s'intitule « Étalement urbain ou la tentation du bitume » en collaboration avec Olivier Rasmont et Roland Castro, qui est par ailleurs professeur associé en sociologie à l'Université de Rouen et maître de conférence à l'Institut d'urbanisme de Paris. Monsieur Alain Yound, qui est adjoint à l'urbanisme pour la ville de Strasbourg, et je remercie d'avoir pris de son temps pour venir s'impliquer politiquement aussi, parce qu'on va parler forcément de politique, puisque c'est un sujet éminemment politique qui est venu accompagner ce débat, et moi-même, Georges Heinz, architecte, urbaniste et professeur en théorie, pratique de la conception architecturale urbaine dans les écoles nationales supérieures d'architecture, blablabla, et voilà. Merci, on va pouvoir commencer. Après l'intervention, nous pourrons débattre. J'aimerais que vous nous parliez de votre ouvrage aussi, et qu'on puisse ainsi aborder la problématique assez directement, en souhaitant conclure autour de 22 heures. Voilà. Merci à vous. Soit ce micro, soit celui-ci. Merci. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un cadrage de l'urbanisation dans le département du Bas-Rhin depuis une quarantaine d'années. Et à travers ce cadrage, je vous propose une illustration du phénomène de l'étalement urbain, ses manifestations, son évolution. Alors, d'abord, en préambule, juste quelques mots pour dire que le Bas-Rhin a vécu durant les 40 dernières années des transformations extrêmement profondes qui ont concerné son urbanisation, ses structures démographique, structure sociale, le fonctionnement de son territoire et une profonde modification également des interactions entre les territoires. Et ces grandes évolutions, on peut les résumer par quatre grands phénomènes. D'abord, le redéploiement des logements et des activités en dehors des grandes agglomérations. Deuxièmement, la déconnexion de plus en plus importante entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Troisièmement, la dédensification des fonctions urbaines. Les activités et les hommes occupent de plus en plus d'espace. Et enfin, la spécialisation croissante des territoires. Spécialisation des territoires, on va l'illustrer à travers la question de la ségrégation, qu'elle soit spatiale ou sociale. Ces évolutions impactent très fortement tout un certain nombre de choses. Je citerai trois. La cohésion sociale, je parlais tout à l'heure de la ségrégation spatiale, les ressources, que ce soit les ressources en foncier, en air
en nous. Et enfin, les rythmes et les modes de vie. Je vais illustrer ces grandes transformations des 40 dernières années en montrant un peu ce qui se passe dans le département, en mettant en regard les évolutions de la communauté urbaine de Strasbourg, qui est la grande agglomération du département, et puis ici ou là, quelques comparaisons avec les évolutions en France. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, dans le département du Bas-Rhin, on compte à peu près 1 100 000 habitants. En constante croissance depuis les années 70. On a pris, depuis 1975, le département a gagné 200 000 habitants. Et ce qu'il faut noter, c'est que le Bas-Rhin est une vraie exception dans le Grand Est. Vous voyez ici une illustration de la croissance démographique sur la dernière période, les années 2000. Et on voit bien que dans le Grand Est et même dans la partie nord de la France, la croissance démographique de l'Alsace est beaucoup plus importante que ce qu'on observe dans les régions limitrophes. Ça a déjà été le cas dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 70. En ce sens, le Bas-Rhin et l'Alsace en général sont une exception. Et ce qu'il faut noter également, depuis 30 dernières années, c'est une transformation extrêmement importante des structures par âge. Je suis démographe, donc je ne peux pas m'empêcher de vous montrer une pyramide des âges. Et vous voyez sur cette illustration, en orange, la structure démographique du département en 1975, et en bleu, ce que cette structure est devenue en 2007. Vous voyez qu'il y a un phénomène extrêmement important qui a été induit par le vieillissement des générations issues du baby-boom, qu'on trouvait ici dans les années 70, et qui sont aujourd'hui âgées de 60-65 ans. Les générations ici du baby-boom ont été un moteur exceptionnel de la croissance urbaine et du phénomène de l'étalement urbain. Puisque en 1975, au début des années 70, ces générations-là étaient âgées de 25 à 30 ans, elles commençaient à travailler, elles commençaient à accéder à la propriété, et donc ils ont fortement alimenté, pas seulement ici en Alsace, partout en France, ils ont fortement alimenté l'étalement urbain. Un élément de comparaison entre l'ACUS et le département Orcus, ce qu'on a observé durant les 30 dernières années, c'est qu'autant dans les années 70 et 80, on gagnait autant d'habitants dans la communauté urbaine qu'à l'extérieur, autant depuis à peu près une dizaine d'années, on gagnait 3 fois plus d'habitants à l'extérieur de la communauté urbaine que dans l'ACUS. Donc en fait, ça c'est une bonne explicitation du phénomène de l'étalement urbain. Plus généralement, quand on regarde les grandes évolutions de la croissance démographique sur le territoire régional depuis les années 60. Alors, plus c'est rouge, plus la croissance a été forte sur ces cartes. Et quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y a eu décroissance démographique. Qu'est-ce qu'on observe? La première carte représente les années 70, les deux premières. Ensuite, vous avez ici les années 80, les années 90 et les années 2000. Deux transformations extrêmement importantes. La première, c'est que dans les années 70, l'essentiel de la croissance urbaine et démographique se faisait alentour des grandes agglomérations. On le voit bien ici, il y a une très forte pression sur la communauté urbaine de Strasbourg, alentour de Colmar et alentour de Mulhouse. Et plus on avançait dans le temps, plus s'est passé deux choses. D'abord, un lissage des croissances démographiques, ça veut dire de plus en plus de territoires sont concernés par la croissance. Vous voyez bien que les communes en bleu ont pratiquement disparu sur les deux dernières cartes. Donc en lice, tout le monde profite de la croissance démographique. Et quand on arrive aux années 2000, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les croissances démographiques les plus fortes sont de plus en plus éloignées des grandes agglomérations. Donc là, en fait, il y a eu un phénomène d'étalement urbain, et petit à petit, ce phénomène d'étalement urbain s'est transformé, ou s'est rajouté à ce phénomène d'étalement urbain, un phénomène d'éparpillement de l'urbanisation. C'est-à-dire
toutes les communes, y compris les plus petites, ont eu des taux de croissance extrêmement forts. En revanche, les grandes agglomérations, elles, ont eu des dynamiques beaucoup moins élevées. Alors, du coup, la communauté urbaine de Strasbourg a vu sa part dans la population départementale très fortement baisser. On a atteint le maximum ici dans les années 70, autour de 44 et quelques % de la population départementale, et aujourd'hui, on est en dessous de 42. On dirait 2 points, c'est pas beaucoup, sauf que si on avait gardé le niveau du poids de la communauté urbaine, on aurait aujourd'hui à peu près 20 000 habitants supplémentaires. C'est-à-dire ces 20 000 habitants qui n'ont pas habité la communauté urbaine et qui sont allés habiter ailleurs, mais qui n'ont pas habité n'importe où, ils ont habité partout dans le département. Si on prolonge ces tendances, c'est-à-dire si on continue le phénomène d'étalement urbain, le phénomène d'éparpillement d'urbanisation, à l'horizon 2025, ça ne serait pas 20 000, mais 35 000 habitants, et à l'horizon 2040, ça serait quasiment 50 000 habitants qui seraient installés ailleurs que dans la communauté urbaine. Alors, autre illustration de l'étalement urbain. D'abord, vous avez ici une illustration de l'évolution de la construction de logements. En moyenne, sur les 30 dernières années, on a construit 6 000 logements par an. Donc, on a construit 185 000 logements supplémentaires en 32 ans pour accueillir 200 000 habitants supplémentaires. Là, c'est dû à l'évolution de la taille des ménages. Et quand on regarde cette fois-ci les évolutions comparées de la CUS avec le reste du département, on voit bien qu'il y a eu un décrochage. Autant durant les années 80, pour un logement construit dans la communauté urbaine, ils s'en construisaient un en dehors. Et depuis, il y a eu un décrochage. Et durant toute la décennie, toutes les années 2000, pour un logement construit dans la communauté urbaine, ils s'en construisaient 2 à 3 en dehors. Et donc, durant à peu près une dizaine d'années, le nombre de logements construits dans la CUS était en deçà de 2000 logements, alors que tous les documents, le PLH par exemple, tous les PLH successifs, fixaient comme objectif de construire 2700 à 3000 logements dans la communauté urbaine de Strasbourg. Alors, ces logements qui ne se font pas dans la CUS, si ils permettaient de renforcer l'armature urbaine départementale, ça aurait été quelque chose de plutôt positif. Or, ce n'est pas le cas. Les logements qui ne se sont pas construits dans la CUS, et je le disais tout à l'heure, il y a eu un éparpillement, ils se sont construits partout. Et le poids des communes de moins de 5000 habitants, en dehors de la CUS, leur poids dans la construction de logements du département est passé de 30% dans les années 80 à plus de 50% durant toutes les années 2000. Ça veut dire que ce qui ne s'est pas fait dans la CUS, c'est fait dans les petites communes. Et les petites communes de plus en plus lointaines. Alors, autre phénomène majeur, là c'est pour un peu relativiser ces constats, c'est que depuis les années 80, la part de la maison individuelle dans le département n'a pas cessé de baisser. 60% de la construction neuve durant les années 80 étaient des maisons individuelles, contre à peu près 30 à 35% aujourd'hui. Et ce phénomène touche tous les territoires, il touche la CUS, où il ne se fait pratiquement plus de maisons individuelles d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais il touche aussi le département, où on est passé de 80% de production de maisons individuelles à un logement sur 2 aujourd'hui. Et là encore, c'est quelque chose qui a touché l'ensemble du territoire départemental. Vous voyez bien la carte de la production du collectif dans les années 80, on avait pratiquement la carte de l'armature urbaine du département. Et plus on avance dans le temps, plus on fait du collectif, y compris dans les petites communes. Et là, on est passé de production de collectif dans les villes à une production de collectif, y compris dans les communes sous influence urbaine. Et là encore, c'est une exception alsacienne.
Parce que quand on compare la production du collectif dans le département à ce qui se fait ailleurs en France, on voit qu'en Alsace, on produit beaucoup de collectifs. 69% de logements produits sur les 4-5 dernières années, ce sont des logements collectifs dans le Bas-Rhin, contre moins de 44% dans l'ensemble de la France. Alors, autre illustration de la question de l'étalement urbain, ce sont les emplois. Les emplois, contrairement à la population, ils demeurent très fortement polarisés. Vous voyez bien qu'ils sont localisés, ils ne sont pas éparpillés dans l'ensemble du territoire, ils sont localisés essentiellement dans les grandes agglomérations et dans les villes moyennes. On lit à travers cette carte l'armature urbaine, la hiérarchie de l'armature urbaine départementale et régionale. Or, sur la question de l'emploi, ce qui s'est passé les dernières années, c'est que autant les petites communes ont profité du redéploiement de la population, autant sur la question de l'emploi, il y a eu, au contraire, et particulièrement en dehors de la CUS, une polarisation de l'emploi. Donc, on est dans un processus où la population se diffuse et l'emploi se polarise, particulièrement en dehors de la communauté urbaine. Alors, je parlais tout à l'heure de spécialisation des territoires dans l'accueil des populations et de ségrégation sociale. Ce phénomène d'étalement urbain, en fait, ce qu'il a fait, c'est que c'était les familles qui étaient obligées de sortir des grandes agglomérations pour se loger dans des maisons individuelles. Et on voit bien à travers cette carte, qui est une typologie des communes alsaciennes en fonction de leur structure par âge, que Strasbourg a un rôle régional d'accueil des jeunes et des étudiants de 18 à 25 ans. C'est régional, elle est la seule à avoir ce rôle-là et à avoir ce profil-là dans l'ensemble régional. Les communes de taille intermédiaire, les villes relais, les villes moyennes, les bourgs-centres, ont un rôle dans leur hinterland qui consiste à accueillir plutôt les jeunes actifs. C'est dû aussi au fait que ces communes-là disposent d'un parc qui leur permet aussi d'accueillir des populations jeunes. Et tout le reste du territoire, c'est-à-dire toutes les communes ici en jaune et en vert, ce sont les communes périurbaines qui sont spécialisées dans l'accueil des familles. Et on le voit bien dans leur structure par âge, vous avez les parents et leurs enfants. Et enfin, vous avez tout un ensemble de communes qui sont dans le massif, qui se caractérisent plutôt par le vieillissement. Donc le phénomène de l'étalement urbain, le phénomène de redéploiement de logements à l'extérieur des grandes agglomérations, a provoqué aussi une spécialisation des territoires dans l'accueil des populations. Autre conséquence de l'étalement urbain, c'est que vous avez de moins en moins de personnes qui travaillent dans leur commune de résidence. Il y a une dissociation de plus en plus importante entre lieu de résidence et lieu de travail. Sur la première carte, vous avez la part des gens qui travaillent et habitent dans la même commune. Et voilà la même carte en 2007. On est passé de 54% en 1975 de gens qui travaillent et habitent dans la même commune à moins d'un tiers en 2007. Autre conséquence et là ça nous intéresse beaucoup aussi sur toute la question liée à la pollution et à l'air, c'est que les distances entre le domicile et le travail se sont énormément accrues. Voilà la distance moyenne parcourue par les sortants, ceux qui sortent de leur commune pour aller travailler en 1975, et voilà les mêmes distances en 2007. Ça c'est partout accru, sauf alentour des grandes agglomérations, parce qu'effectivement on est à proximité immédiate des bassins d'emploi. Et là, les distances parcourues ont augmenté de 40%. Donc, vous avez un phénomène démographique, une augmentation de la population active. Vous avez une baisse de la part des personnes qui habitent et travaillent dans leur commune. Vous avez des distances qui se rallongent pour les gens qui sortent de leur commune. Résultat, ces trois facteurs conjugués font que le nombre total de kilomètres parcourus par les sortants, et là on ne parle même pas de ceux qui vont en Allemagne, les frontaliers ou qui vont dans d'autres départements, juste les sortants qui sortent de leur commune pour aller travailler ailleurs en Alsace, le nombre de kilomètres parcourus a plus que doublé en 32 ans.
Autre manifestation, là je vais passer à la consommation foncière, autre manifestation de l'étalement urbain. Je disais tout à l'heure, c'est le redéploiement des activités des hommes en dehors des grandes agglomérations. Et l'une des manifestations, les grandes manifestations de ce redéploiement, c'est l'urbanisation par lotissement. Et je vais vous montrer quelques illustrations de comment l'urbanisation a évolué entre 1976 et 2007 à travers 5-6 exemples de communes dans le département. Vous avez ici, en noir, les bâtiments en noir représentent l'état de l'urbanisation en 1976. Et en rouge, vous avez tous les bâtiments supplémentaires qui se sont rajoutés entre 1976 et 2007. Donc là, vous avez une illustration physique de l'accroissement de la tâche urbaine. Là, en l'occurrence, on est dans la première et la deuxième couronne de la communauté urbaine de Strasbourg, et vous voyez très bien autant la création des grandes zones d'activité, autant la création des lotissements. Donc là, c'est le cas du nord-ouest de la CUS. Quelques autres exemples. Erstein, donc avec sa très grande zone d'activité à proximité de la gare. Brumat, qui est situé dans qui est soumise à des risques d'inondation et donc qui s'est énormément développé vers le nord. Mais vous voyez bien le niveau de l'accroissement de la tâche urbaine en 30 ans. Il y a des communes qui ont plus que doublé leur tâche urbaine en une trentaine d'années, pour une raison assez simple, c'est que ce qu'on ne pouvait pas faire en ville, par manque de foncier, on pouvait le faire à l'extérieur. Et donc l'étalement urbain, c'est aussi ça, c'est aussi accéder à la propriété dans une maison individuelle. Et donc c'est un phénomène qui a touché l'ensemble pratiquement des communes départementales. Voilà Célestat, avec aussi sa grande zone d'activité au nord. Molsheim, Dupigheim et Dutlenheim, avec la grande zone d'activité intercommunale au nord. Heurt, avec également ses lotissements et sa zone d'activité. Voilà. Alors, à travers ces illustrations, c'était juste pour vous montrer comment un peu se manifester aussi à travers ces images la question de l'étalement urbain. Maintenant, quelques mots sur la consommation foncière. Et là, les tendances que je vais vous montrer, ça tempère aussi également les évolutions des 30 dernières années. 3 grandes tendances en ce qui concerne la consommation foncière dans le département. La première, c'est que la consommation foncière annuelle a baissé. Sur 2 périodes, nous avons analysé 2 périodes, une période qui prenait les années 80 et 90, et une deuxième période qui considérait seulement les années 2000. Et entre ces 2 grandes périodes, on a une très forte baisse de la consommation foncière. Deuxièmement, grande tendance aussi, c'est que la part de l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine a augmenté. Ça veut dire que durant les années 2000, on a plus procédé par remplissage interstitiel que par grandes extensions. Troisième grande tendance dans le département, la densité générée par l'urbanisation nouvelle a augmenté. Alors, quelques chiffres. En moyenne, chaque année, dans les années 2000, 243 hectares ont été utilisés pour l'urbanisation pour le logement, contre 370 chaque année entre 1976 et 2002. Une baisse d'un tiers. La part de l'urbanisation à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, on était à 30% entre 1976 et 2002, on est à 37% aujourd'hui. Et la densité marginale a augmenté, puisque le nombre de logements supplémentaires générés par un hectare, ou par l'urbanisation nouvelle, était de 16 logements à l'hectare dans les années 80 et 90, et de 26 logements à l'hectare aujourd'hui. Donc chaque hectare urbanisé génère 10 logements de plus aujourd'hui que dans les années 80.
Voilà l'illustration de la baisse de la consommation foncière entre ces deux périodes. Et puis, vous voyez bien là ce que je vous disais tout à l'heure, le remplissage interstitiel qui passe de 28% à 37%. La densité, ce qui est intéressant dans la question de la densité, je vous disais tout à l'heure que la densité générée par l'urbanisation a augmenté, c'est que cette augmentation a eu lieu pratiquement partout. Elle a touché tous les territoires. Dans le Bas-Rhin, on est passé de 16 logements à 26 logements. Dans les petits villages, on est passé de 8 logements à l'hectare à 16 logements. Et puis dans les pôles, on est passé de 40, les grands pôles, c'est-à-dire tout ce qui est ville moyenne et Lacus, on est passé de 40 à 59. En sachant qu'il demeure quand même de très 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 grandes différences entre les territoires. Par exemple, l'agglomération strasbourgeoise, la densité générée par l'urbanisation nouvelle entre 2002 et 2007 a été pratiquement de 100 logements à l'hectare. Voilà l'illustration de cette augmentation de la densité sur l'ensemble du territoire. Avant, on avait une forte densité uniquement dans l'agglomération et dans quelques grandes villes, hein, les villes moyennes du département. Ça, c'était la situation dans les années 80 et 90. Et vous voyez que l'augmentation de la densité a d'abord concerné l'armature urbaine supérieure du département, mais qu'il s'est diffusé petit à petit à leur environnement immédiat. Autre évolution sur les 30 dernières années, mais vraiment en résumé, un Barinois occupait en moyenne 270 mètres carrés en 1975, c'est hors réseau, hein, c'est juste pour l'activité et le logement. 270 mètres carrés en 1975, un Barinois en 2007 occupe en moyenne 360 mètres carrés. C'est-à-dire en moyenne, chaque personne occupe 100 mètres carrés de plus sur les 40 dernières années. Alors maintenant, quelques éléments de prospective. Je vous disais tout à l'heure qu'entre 1975 et 2008, on a gagné 200 000 habitants à peu près supplémentaires. Les projections de l'INSEE nous disent aujourd'hui que si on reste dans le fil de l'eau, le département verrait sa population augmenter de 100 000 habitants à l'horizon 2030. Donc non seulement la population va continuer de croître, mais en plus, la taille des ménages, elle, va continuer de baisser. Et je vous ai montré tout à l'heure la pyramide des âges, l'évolution de la pyramide des âges entre 1975 et 2007. C'est l'essentiel de la croissance s'est faite par la population d'âge actif et par des populations âgées, alors qu'on perdait de la population aux jeunes âges, à structure égale. Voilà la situation, la comparaison de la structure entre 2007 et 2030. On disait que l'INSEE nous dit que la population départementale augmentera de 100 000, et vous voyez bien que l'essentiel de cette croissance est assuré par les personnes âgées. Les 100 000 personnes supplémentaires, ça sera des personnes âgées en plus. Mais tout ça, ça fait que les besoins en logement, c'est-à-dire ce qui a alimenté la consommation foncière et l'étalement urbain des dernières années, lui, il va rester. Et on sera, ces 100 000 habitants nécessitent la construction chaque année, à l'horizon 2030, d'à peu près 6 000 logements. C'est-à-dire que l'effort de construction de logements, il n'est pas derrière nous. Même si la population vieillit, même si la croissance démographique faiblit, l'effort de construction de logements, il est encore là. Il faut encore construire. Sinon, c'est la crise de logement. Donc, à peu près, il faut construire durant les 20 prochaines années autant que ce qu'on a construit en moyenne chaque année durant les 30 dernières années. Alors, juste pour finir, parce que j'ai pris un peu plus de temps que ce qui était alloué, le développement résidentiel, pour résumer, le développement résidentiel se fait de manière très forte dans les petites communes, donc ça c'est les tendances des dernières années, et qui sont de plus en plus éloignées des grands bassins d'emploi. Le problème, c'est qu'il y a des velléités aussi au sein de ces petites communes, au sein de ces territoires, à éparpiller également, à accueillir aussi des services et des équipements structurants. Ces territoires peu denses, on l'a vu tout à l'heure,
qui sont très difficiles à desservir en TC, sont donc extrêmement captifs de la voiture. Ce qui pose de manière extrêmement claire, pour les prochaines années, la question du type de développement qu'on veut, comment organiser l'espace et quelles interactions imaginer ou organiser entre les zones urbaines denses et les espaces de faible densité. Et enfin, il y a un fort enjeu qui demeure quand même, même si je disais tout à l'heure que les évolutions vont dans le bon sens, il y a un fort enjeu de réduction de la consommation foncière. Et il y a en Alsace une structure qui a été mise en place par la région et l'État qui s'appelle Préface, et le comité de suivi également, le comité de suivi de la consommation foncière, et qui fixe comme objectif pour les prochaines années une diminution par 2 de la consommation foncière en Alsace. Donc, là encore, l'effort à faire en termes de réduction de la consommation des terres agricoles reste à faire. Et il y a un fort enjeu de réduction de la consommation foncière, et il se double d'un enjeu de meilleure structuration de l'espace. Ça veut dire arrêter l'urbanisation tout azimut des petits villages et aller vers une meilleure structuration de l'agencement des fonctions urbaines, c'est-à-dire les activités et les logements. Merci. Bien, merci Ahmed Saïb pour ce cadrage qui était particulièrement clair. Peut-être vous laisser digérer quand même parce qu'on a eu beaucoup d'informations, toutes extrêmement intéressantes pour le sujet évidemment, sans vouloir trop se noyer dans la problématique. Je souhaite donc vous passer la parole maintenant pour évoquer à la fois votre ouvrage, votre démarche et nous présenter un peu vos pistes pour des réponses aux problématiques qu'on vient d'aborder à l'instant. Alors, d'abord, avant d'essayer de dire sommairement un petit peu présenter le livre que j'ai publié avec Olivier Rasmont, voilà 2 mois. Je voudrais juste rebondir un petit peu sur 2-3 trucs que j'ai entendus là, parce que notre livre donc parle de l'étalement urbain plutôt à l'échelle nationale française, tout en portant quelques regards aussi sur ce qui se passe à l'étranger, parce que c'est un phénomène quand même relativement mondial, même s'il y a des formes et des tendances variables selon les pays et les contextes politiques et géographiques. Mais non, il y a un truc qui m'a frappé dans ce que tu as montré là dans les données, c'est le ralentissement de la consommation foncière, puisque nous, on se concentre beaucoup sur la question de l'étalement urbain en tant que, enfin je reviendrai un peu sur les définitions, en tant que forme urbaine, ce qui doit intéresser, je pense, peut-être d'ailleurs pas mal les architectes, ce qui va concerner les architectes. C'est-à-dire, nous, quand on parle de l'étalement urbain dans ce livre, on essaie de distinguer et de poser des définitions assez claires, assez simples. Et donc l'étalement urbain, pour nous, c'est ce qui consiste à aplatir la ville, donc avoir une forme aplatie, comme ce que tu parlais de consommation foncière et de logement à l'hectare, tout ça, tout un tas de données assez complexes. Et en parallèle, il y a un autre phénomène qui peut avoir une autre appellation, et que d'ailleurs souvent les démographes appellent périurbanisation, qui là est la tendance à disperser l'habitat autour de petits villages un peu partout, autour des grands pôles d'emploi, et donc en plus à rajouter, en plus d'une forme urbaine aplatie qui a tendance à en soi déjà à impliquer des distances et des déplacements automobiles à tire-larigot, la dispersion se rajoute là-dessus. Alors visiblement dans le Bas-Rhin, si je vois tes données, la dispersion continue à plein tube, et par contre la consommation de foncier aurait plutôt tendance à se ralentir. Alors ça c'est le premier truc que je veux dire, c'est que pour moi c'est une surprise parce que j'avais pas étudié les chiffres sur le Bas-Rhin, et parce que c'est pas du tout ce qui se passe au plan national. Au plan national on est même encore dans une accélération, et tu dois le savoir, il y a un exemple, on parle souvent pour illustrer le phénomène de l'étalement urbain et de la surconsommation de foncier, comme tu dis en France, du fait qu'on consommait pendant longtemps un département tous les 10 ans en France pour l'urbanisation. Un département de terres agricoles transformé en ville, si vous voulez, ou en zone
d'habitat, de zones industrielles, zones commerciales. Et en fait, les dernières années, on a repris les chiffres là, et en fait, on est passé à un département tous les 7 ans au niveau national. Donc en fait, au niveau français, globalement, on continue à accélérer le phénomène. Et alors, ça me faisait avoir une interrogation. Pourquoi est-ce que le Bas-Rhin serait un petit peu, disons, en pointe ou en avance? Je n'ai pas la réponse, mais j'ai quand même j'ai 2 hypothèses. La première, c'est que c'est une région qui est déjà très urbanisée. Donc là, je vois un parallèle avec, par contre, ce que je sais sur l'Île-de-France. En Île-de-France, on a effectivement une consommation de foncier qui a plutôt ralenti, hein, même si on se préoccupe énormément de l'étalement urbain et de la dispersion et de la périurbanisation en Île-de-France. On consomme moins d'hectares par nouvel habitant que dans le reste de la France. Et dans le Bas-Rhin, on n'est finalement pas très loin de ça. On a une région qui est finalement presque... Enfin, si j'exagère un peu, on pourrait dire qu'elle est totalement urbanisée dans la plaine. Quand on se balade en voiture par l'autoroute dans la plaine d'Alsace, on a quand même des nappes de zones industrielles, commerciales, lotissements, villages anciens et puis villages récents, et ça n'arrête jamais. Donc peut-être que c'est une réaction un petit peu naturelle qu'on commence maintenant au milieu de toutes ces zones d'étalement urbain et d'étalement périurbain à faire un peu plus, ce que tu disais, un peu plus de collectifs qu'avant, parce qu'on a déjà un gros stock de zones bien aplaties, d'urbanisme fait n'importe comment et de façon étalée dans l'espace avec des kilomètres de bitume pour desservir tout ça et pour stationner toutes les voitures. Et puis une autre raison peut-être, mais ça je ne sais pas si vous êtes en mesure de le juger, c'est peut-être l'influence très positive de l'agence d'urbanisme de l'ADEUS qui a travaillé sur... Non mais je dis ça, non mais c'est pas juste par flagornerie, c'est parce que pour le coup, il y a autour de Strasbourg, il y a eu une expérience qui ne s'est pas reproduite partout ailleurs comme ça, il y a eu un SCOT. Alors le SCOT... Les étudiants en archi doivent certainement connaître ça déjà, mais je vais quand même rappeler ce que c'est. Hein. C'est le schéma de cohérence territoriale qui est censé englober tout un tas de communes pour faire un plan d'aménagement général, enfin un plan directeur pour donner des orientations à l'urbanisation à toutes les communes qui, comme vous le savez, en France sont innombrables et pour la plupart ont gardé la compétence sur l'urbanisme. Donc il fallait bien inventer des plans qui essaient un petit peu de réguler tout ça à grande échelle. Sauf que, alors à Strasbourg, on a eu un SCOT, un schéma qui s'est fait sur une échelle quand même vachement grande. Enfin, peut-être tu pourras la décrire, ou peut-être Alain encore mieux, mais pour moi, si je me trompe pas, ça va presque jusqu'à Haguenau, et puis presque jusqu'à Saverne, et Erstein, en tout cas au moins Erstein, et je sais pas, Benfeld au sud. Donc un territoire quand même assez grand. On a réfléchi à un schéma avec des orientations, un peu des contraintes pour que les communes puissent pas faire tout n'importe quoi. Même si on verra, on en reparlera sûrement, elles n'ont pas été complètement contraintes malgré tout. Mais peut-être que ce document a quand même eu une influence. Et, alors que dans le reste de la France, et moi qui travaille un peu partout, dans le reste de la France, dans la plupart des cas, ces fameux SCOT, ces schémas de cohérence territoriale, ils ont été faits à des échelles minus. Et souvent, ils ont été faits... je prendrais le cas de Bordeaux, par exemple. On a un truc qui ressemble, on a un territoire qui peut ressembler. On a la communauté urbaine de Bordeaux, où il y a... à peu près, je ne sais plus, 650 000 habitants, un peu plus que dans la communauté urbaine de Strasbourg. Et on a, pareil, autour de la communauté urbaine de Bordeaux, on a un fantastique territoire de développement périurbain, d'étalement sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres carrés. Mais le SCOT, là-bas, ils ont réussi à se mettre d'accord seulement pour faire un SCOT au niveau de la communauté urbaine. Donc c'est autant dire que ça sert un peu à rien, quoi. C'est-à-dire faire un document de coordination soi-disant qui est censé penser l'aménagement du territoire équilibré sur un vaste territoire où les gens se déplacent pour de vrai, pour travailler, pour faire leurs achats, etc. Le SCOT à Bordeaux est que sur une vingtaine de communes. Ça serait que la CUS, et de l'autre côté, toutes les petites communes dispersées dans tout le Bordelais peuvent continuer à faire n'importe quoi et ce qu'elles veulent et se faire concurrence entre elles, qui est, à notre sens, un des grands moteurs de l'étalement urbain, c'est la concurrence entre territoires. Il y avait pourtant à Bordeaux, pendant longtemps, l'ancien directeur de l'agence d'urbanisme de Strasbourg. Oui, non mais il n'y a rien de personnel là-dedans. D'ailleurs, le SCOT a été commencé avant le pivot, le changement de directeur. Et non mais je pense c'est pas spécialement ça une responsabilité. C'est pas l'agence d'urbanisme qui a décidé du périmètre du SCOT. C'est un truc politique. C'est compliqué. Moi, je suis même pas capable de décrire exactement à quel niveau ça s'est décidé à Strasbourg pour qu'on arrive à fixer un SCOT. Il y a une décision entre le préfet. Les intercommunalités, il y a tout un débat local. Habituellement assez œcuménique. Oui, voilà, mais enfin à Bordeaux, ils n'y sont pas arrivés. À Caen. À Caen non plus. Ouais.
Voilà. Bon, à Caen non plus, où je travaille en ce moment. À Caen, ils ne sont pas arrivés, ils ont intégré juste 2 petites communautés de communes hors de la communauté d'agglo de Caen. À Lille, finalement, c'est pareil, il y a 2 petites communautés, je crois, autour de la communauté urbaine de Lille, qui sont agglomérées dans le SCOT. Donc voilà, donc c'est quand même un truc important pour arriver à réguler. Peut-être que c'est une preuve de l'intérêt en tout cas, dont on parle pas mal dans le livre, au niveau des solutions pour réguler, pour limiter l'étalement urbain, de changer d'échelle de gouvernance. Alors, est-ce que je fais ma petite promo rapidement? J'essaie de dire un petit peu de quoi parle ce bouquin. Oui, donc ce livre qui s'appelle La tentation du bitume, c'est... oui, je le remontre. Mais je crois qu'il y en a juste en dessous. Oui, ceux qui veulent. Comment dire, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ça? Ce livre, on a essayé, on a voulu faire un livre qui arrive à simplifier un peu le débat dans un débat et un champ qui est quand même en fait infiniment complexe. Enfin, d'ailleurs, dès lors que, pour ceux qui s'intéressent à la ville, tous ceux qui s'intéressent à la ville parmi vous, dès lors qu'on parle de ville, finalement, c'est forcément super complexe parce que c'est un peu des sujets inépuisables. Hein. On peut prendre un endroit d'une ville et puis, comme faisait Georges Perec, passer des pages et des pages à essayer d'épuiser les sujets qu'on pourrait avoir juste autour de la place de la Gare, par exemple, pendant 400 pages. Oui. Et, voilà, l'étalement urbain en soi, c'est quelque chose d'assez compliqué. On le voit déjà au niveau des définitions, on peut avoir des nuances. Il y a des gens qui intègrent dans la notion d'étalement urbain toute cette dimension de dispersion, de mitage, de périurbanisation, des gens qui s'éloignent. Il y en a qui parlent que finalement d'urbanisme au sens de la forme urbaine. Et est-ce qu'on aplatit plus ou moins, est-ce qu'on prend plus ou moins d'espace et de consommation foncière. Donc voilà, on a essayé de prendre un peu tous les éléments du débat et essayer de faire un constat un petit peu... aussi un petit peu, on va dire, un petit récit aussi de ce que c'est que la France aujourd'hui, pas seulement en Alsace, même si, comme je suis moi-même strasbourgeois, et puis Olivier Erasmont, mon co-auteur, a fait Sciences Po à Strasbourg, on a quand même cité un certain nombre de choses qui se passent en Alsace, y compris la petite intro de science-fiction, qui essaie d'imaginer à quoi pourrait ressembler le territoire national si on poussait l'étalement urbain à son extrême, et avec un petit itinéraire entre Paris et l'Alsace, avec des paysages dégradés, on va dire. Voilà. C'est la politique du pire, c'est ça? Oui, c'est pour essayer de pousser à l'extrême. Et voilà, ensuite on a repris simplement les constats, des données chiffrées mais présentées de façon quand même pas trop technique, les conséquences pour essayer de faire le point, parce que c'est quand même souvent, c'est pas très clair pour beaucoup de gens avec qui on discute quand on n'est pas professionnel, et même parmi les professionnels il y a des doutes, donc essayer de voir toutes les conséquences qui sont environnementales, on a un peu dit, mais aussi sociales, économiques. Tout ça, tout cet étalement, tout ce bitume coûte très cher, coûte cher aux collectivités, coûte cher aux individus. Après avoir fait un certain nombre de constats, il faut aussi, enfin, on essaie de s'intéresser et là de plonger assez profondément dans tous les mécanismes qui font que ce phénomène continue quand même et persiste. Et même si on arrive à le ralentir par endroits, en fait, il continue quand même, parce que comme tu le disais, il va falloir qu'on continue à mettre des logements. Et comme ici, malgré tout, même si ça s'est ralenti en Alsace, on a fait un étalement urbain fantastique pendant les 30 ou 40 années précédentes. Donc quelque part, on part d'un stock, on n'a pas trop d'efforts à faire. Il faut quand même qu'on construise encore des logements, et si possible qu'on arrête et qu'on recycle cet étalement passé. Je veux dire, on hérite aussi d'un étalement qui s'est passé dans le temps. Alors voilà, dans les causes et les mécanismes, il se passe tout un tas de choses entre la gouvernance, entre les désirs des individus, entre la concurrence entre les territoires, mais aussi les petits intérêts individuels, les vues économiques à court terme des investisseurs et des communes qui veulent chacune avoir leur zone d'activité, chacune leur zone commerciale, qui bradent le terrain au plus offrant, souvent, et ça c'est quand même un mécanisme qu'on voit encore pas mal en Alsace malgré tout. Là, s'il y a un truc où ça continue en Alsace, c'est sur les zones d'activité et les zones... commerciale. On a quand même un superbe exemple là qui va ouvrir ses portes dans quelques semaines, vous avez sûrement entendu parler, le village des marques de Roppenheim. Alors moi je suis assez séduit, j'ai assez envie d'y aller quand même. Je vais venir faire un tour touristique en emmenant mon fils pour voir Disneyland version supermarché. Mais ce qu'il y a de fantastique quand même, c'est que c'est un village reconstitué, un village médiéval reconstitué sans habitants quoi en fait. C'est un village mais il n'y a personne qui habite dedans. Et qui se trouve au milieu de... Et qui alors là, du coup, dans la dispersion, c'est très très fort parce qu'on voit... Moi, j'ai vu pour l'instant seulement la photo aérienne là, sur les dernières nouvelles d'Alsace, ou je ne sais plus dans quel journal professionnel. On a un truc comme ça au milieu de rien, quoi. D'ailleurs, il n'y a même pas de route. Souvent, il n'y a pas de chemin de fer, pas de village, pas d'habitation. Mais là, il n'y a même pas de route à côté. Ah voilà, c'est ça en fait. Oui.
Enfin voilà, donc je vous invite à voir dans quelle façon on essaie de plonger dans tous les mécanismes qui entretiennent le phénomène, malgré toutes les déclarations, tous les constats qui sont faits par ailleurs, de gravité, d'accélération. On essaie d'avoir une approche aussi un peu sociologique, Olivier comme moi d'ailleurs, bien que lui soit journaliste, parce qu'on a rencontré beaucoup de gens, on a fait des enquêtes l'un comme l'autre, on a vu ça du côté aussi des gens qui choisissent leur type d'habitat, pour voir ce qu'on peut faire après. Parce que je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre les mécanismes qui font que les choses se perpétuent, pour essayer de proposer des solutions constructives. Et sachant que les solutions, on va sûrement parler ensemble, tout ça c'est quand même aussi assez compliqué. Il faut agir sur, mais là tu as commencé un peu à le montrer, il faut agir sur différents plans en même temps. Et ce que j'aurais envie de rajouter, peut-être comme premier point sur les solutions, par rapport à ce que tu as déjà dit, construire encore des logements parce qu'on en a besoin pour des raisons de ce qu'on appelle desserrement des ménages chez les démographes, enfin le fait que la taille des ménages diminue, qu'on a de plus en plus de gens qui vivent quand même seuls, de retraités qui vivent seuls, etc. Mais on a aussi le fait qu'il y a des gens qui veulent et qui continueraient à souhaiter un habitat plus agréable, ce qui était le moteur en Alsace et comme c'est encore le moteur ailleurs aussi, pour la partie habitat de l'étalement urbain, c'est de vouloir un cadre de vie plus plaisant. Donc, une des grandes solutions qui implique un tas de petites solutions, c'est de proposer des formes d'habitat et des formes de cadre de vie qui soient plaisants pour les gens, qui leur donnent envie de vivre dedans tout en étant suffisamment dense pour augmenter ton chiffre là de logements par hectare. Et tout ça, c'est pas simple en fait. Et ça demande beaucoup d'imagination et peut-être davantage de créativité de la part en particulier des architectes qui travaillent là-dessus. Donc, j'invite tous les étudiants et les futurs architectes et les actuels à se creuser la tête pour proposer un habitat et une ville qui plaisent, y compris aux gens qui jusque-là étaient allés dans le périurbain et dans l'habitat pavillonnaire dont on a parlé un petit peu. Voilà pour une petite intro. Merci, on est prêt. Si les politiques nous accordent la possibilité d'illustrer ces pistes et peut-être parler d'abord maintenant un peu de la question aussi territoriale. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais juste de faire quelques remarques générales, à la fois à partir de ce que vient de dire Eric Hamelin, mais aussi de ce qu'a dit Hamid Saïb sur je dirais sur un certain nombre de réalités des chiffres. Et j'ai vraiment l'impression que, je dirais, les chiffres qui ont été donnés nous amènent à nous interroger sur, je vais dire des gros mots, sur notre modèle de développement, à la fois au niveau local, que ce soit au niveau de la ville, au niveau du département, au niveau de la région, mais avec un impact sur l'ensemble de la planète, parce que les processus d'urbanisation, d'étalement, d'artificialisation, c'est sur l'ensemble de la planète que cela se fait. Et ça se fait aussi bien en Chine, dans l'Amérique latine et ailleurs. Donc les questions que nous nous posons, qui sont à mon avis des questions sur notre modèle de développement, on se les pose ici, il faut qu'on se les pose ici, et il faut qu'on se les pose sur l'ensemble de la planète. Et ce que j'espère, c'est que ce débat sorte du débat des initiés. Moi, ce qui m'a intéressé dans le bouquin qui est sorti, c'est que je dirais, on sorte d'une préoccupation d'urbanistes, d'architectes, d'aménageurs qui se disent comment les choses évoluent. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette question réunit tous les paradoxes de la ville depuis une cinquantaine d'années et ne concerne pas que la ville, comme ça a été dit, c'est-à-dire ça concerne l'ensemble des territoires, y compris les plus petits villages de notre région, et que là, on est en train de prendre quelque part dans la figure toute l'explosion de la deuxième partie du XXe siècle. On est en train de se prendre et progressivement de réaliser ce qui est en train de nous arriver et les conséquences qu'a eu cette explosion, et l'ensemble est réuni dans le même sujet. C'est quand même, c'est quand même assez rare qu'il y ait des sujets qui réunissent à la fois le modèle de développement local et global et qui réunissent l'ensemble des points. Troisième réflexion, alors c'est vous dire, je suis élu, je suis aussi écolo. Je pense que ça nous interroge vraiment sur notre nécessité à changer de paradigme sur un certain nombre de choses qui avaient fait notre quotidien. De ce paradigme, je vois au moins 3 éléments sur lesquels il y a urgence à évoluer. Le premier, c'est sur la question
de la maison individuelle, là aussi, qui réunit, je dirais, tous les stigmates de la question de l'étalement urbain, et donc qui constitue le premier élément, c'est-à-dire depuis les années 60, la totalité des politiques publiques dans notre pays ont été orientées vers la maison individuelle et le rêve de la maison individuelle, mais qui est aussi une aspiration. Je pense que c'est pas aussi simple que de dire ça a été un rêve, ça ne doit plus l'être. Ça a été à la fois une aspiration, mais les politiques publiques et les financements publics ont contribué à, je dirais, à faire de ce rêve une réalité avant, de mon point de vue, qu'il devienne un cauchemar. Mais ça, on verra peut-être un peu plus tard. Le deuxième élément, moi j'appelle ça un peu, c'est le rêve éphémère de la voiture dans lequel progressivement on va sortir. Parce que, Saïb le disait, dire on va de plus en plus loin, ça ne met pas plus de temps pour aller au boulot, mais on va de plus en plus loin, avec tout ce que ça génère et tout ce qu'a généré, je dirais, cette période de voiture individuelle qui a commencé début des années 60 et qui va, je pense, progressivement se terminer, parce que l'essence est quand même à 2 €, hein, c'est en train d'évoluer. Et le troisième élément, en termes de paradigme, c'est sur la question de l'énergie. Là aussi, il y a eu un siècle d'énergie inépuisable et bon marché, sur laquelle on est en train de sortir et sur lequel on a comme responsabilité, pas seulement en tant qu'élu, mais je dirais d'anticiper et de sortir de ce court-termisme dans lequel on est encore aujourd'hui et sur lequel on continue à être. La quatrième réflexion, c'est un peu le triangle, moi j'appelle ça, de la liberté, de la contrainte subie et de l'envie et du désir. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vu là, c'était sur cette idée, mais légitime, compréhensible, cette aspiration qui est de se dire, on va vers la liberté. La liberté, c'était la voiture individuelle, on pouvait aller quand on voulait, où on voulait, on peut encore. C'était la maison individuelle parce que ça permettait d'avoir de l'espace, etc. C'était une aspiration. Donc ça, c'était la liberté. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est que notre avenir ne soit pas une contrainte subie. Parce qu'à la vitesse où on va, on risque de subir notre avenir. Parce que les questions d'énergie, de déplacement, on va les prendre tellement brutalement dans la figure. Alors vous allez dire, ça y est, il est encore en train de dresser un tableau en noir. Moi je crois qu'aujourd'hui, quand on lit un certain nombre de choses, ça tombe sous le sens. Mais c'est vrai que la réalité de notre devenir semble tellement brutale, tellement difficile, qu'on a du mal aujourd'hui à se dire comment on va l'affronter. Et je crois que... Et donc, si nous ne voulons pas, quelque part, aller vers cette contrainte subie, il faut que l'on redonne envie, notamment de vivre dans la ville. Mais ça, c'est compliqué. Parce que pendant 50 ans, on nous a dit, ou on nous a bassiné, on y a cru, enfin, plus ou moins, que l'avenir, c'était la maison individuelle dans la première, deuxième couronne et à la campagne, et que... je dirais, on a cette responsabilité de redonner, je dirais, de l'envie et du désir. Et j'ai envie de dire, si effectivement on ne veut pas aller dans cette contrainte, il faut quelque part qu'on réagisse, parce que ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, on continue quand même globalement comme avant. Alors c'est vrai que c'est un peu moins pire. C'est un peu moins pire. Hein. Je vois les chiffres qui ont été donnés. C'est moins pire que les autres départements, c'est moins dire que les autres... Mais on continue. Il y a quelques années, vous savez le slogan « Les maisons à 100 000 €». C'est quoi? C'est un pouce au crime, pour moi. C'est-à-dire qu'on donnait un financement particulier pour des personnes en situation quasiment de précarité, pour qu'ils aillent construire une maison à 100 000 € à 30 km de la ville-centre, avec les difficultés de chauffage et de déplacement. C'est-à-dire, c'est du pouce au crime. Et on continue. Eric Hamelin parlait de Oppenheim. Alors après, vous allez dire, quand je dis on fait de la politique, on est sur l'aménagement du territoire, c'est de la politique. C'est-à-dire, on est effectivement sur la zone d'activité, la zone de l'art, Oppenheim, en pleine campagne, rien. C'était des terres agricoles, on met une grande zone de marque où les gens ne pourront venir qu'en voiture pour faire quoi? Pour aller à l'encontre des commerces de proximité de Haguenau, de Molsheim, de Strasbourg, etc. Parce que tout le monde va aller là-bas, parce que c'est l'illusion que ça va être un peu moins cher. On prend le grand cantonnement ouest, j'en parle même pas, c'est 300 hectares
qui vont être bouffés, entre guillemets, dans le Korosberg. Pour ceux quand on va vers Molsheim, vous voyez une nouvelle zone d'activité avec un cinéma, avec un hôtel, avec un McDo, etc., à Dorlisheim. C'est-à-dire qu'on continue à faire ce type de choses. Non, on a une conscience qu'il ne faut pas le faire, parce que c'est quelque part aller dans le mur, et on continue à le faire. Encore quelques minutes. Sur la question de l'étalement urbain, de quoi ? C'est effectivement, notamment la question qu'il faut qu'on se pose, c'est combien ça coûte. Parce que quelque part, cette liberté-là, qui est une fausse liberté, elle a un prix, elle a un coût. Elle a un coût pour les collectivités, parce qu'effectivement, les kilomètres de bitume, c'est la collectivité. Les réseaux, c'est la collectivité. Les structures, c'est les collectivités, c'est nous. C'est-à-dire que quelque part, ça a un coût. Mais ça a aussi un coût pour nos concitoyens qui sont dans cette situation, qu'ils l'aient choisi ou qu'ils l'aient subi. Parce qu'aujourd'hui, quand on habite, parce que c'est aussi, je dirais, ce qui était dit sur les petits villages, quand on prend la vallée de la Bruche, les petits villages de la vallée de la Bruche, quand les personnes, parce qu'effectivement, à un moment, ils se disaient, ça va être moins cher, je vais pouvoir aller là-bas, je vais avoir un bout de jardin, etc. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça leur coûte ? Ça leur coûte 2 voitures, ça leur coûte un peu de précarité énergétique, voire beaucoup pour se chauffer, parce que c'est une maison individuelle qui souvent était pas géniale dans ce domaine-là. Il n'y a plus de services de proximité, il n'y a plus d'école, et donc c'est bagnole à tous les étages. Donc non seulement on génère ce mode-là, et en plus on ne calcule pas les coûts. Dernier point avant d'arriver sur un certain nombre de perspectives, on a néanmoins à relever le défi du droit au logement. Et donc, d'un côté, on a cet impératif de freiner cet étalement urbain et cette exigence d'avoir le droit au logement pour tous. Aujourd'hui, sur la communauté urbaine de Strasbourg, on dit qu'il faut construire 3000 logements. On construit 3000 logements, on produit 3000 logements par an, dont la moitié de logements sociaux. C'est une nécessité parce qu'il y a 15 000 personnes, il y a 15 000 familles auprès des bailleurs sociaux. Donc ça, il faut l'entendre. Et donc, comment on est sur ce paradoxe entre cet impératif de droit au logement et cette nécessité de freiner l'étalement urbain ? Quelques perspectives. Parce qu'effectivement, on est en train je dis souvent, je pense qu'on est en train de semer quelques bombes à retardement si on ne trouve pas le souffle pour avancer. Le premier, c'est de faire de la pédagogie, toujours de la pédagogie et encore de la pédagogie, et notamment sur ce qui se passe localement et ce qu'il y a globalement. Que ce soit le livre, mais aussi ce qui a été présenté avant par un médecin. C'est-à-dire, c'est de se dire, de montrer que ce que nous sommes en train de faire, même parfois sans nous en rendre compte, a un certain nombre de conséquences localement et globalement. La première chose. Le deuxième impératif, même si c'est parfois compliqué, c'est effectivement de construire sur la ville, sur l'existant et sur l'enveloppe urbaine existante. Je crois que c'est un impératif qu'il faut avoir à Strasbourg, qu'il faut avoir à Tröstersheim, qu'il faut avoir à Molsheim, à Sélestat et à Bourg-Bruch. C'est le seul moyen pour limiter les dégâts et essayer de trouver le lien entre le paradoxe du droit au logement et de la question de l'étalement urbain. C'est vrai que c'est plus facile de trouver du terrain dans le Korosberg, à Brumat et ailleurs. C'est plus facile, c'est moins cher, mais c'est irresponsable. Donc c'est la deuxième piste. Le troisième élément, moi je reste... c'est la question de la densité acceptable. C'est-à-dire, si on veut construire dans la ville, dans l'enveloppe urbaine, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur la question de la densité urbaine, de l'intensité urbaine, et donc comment on vit ensemble sur des espaces qui ne sont pas illimités. Là aussi, c'est compliqué, mais il faut qu'on ait cet élément-là. Le quatrième élément, et là je m'adresse un peu aux archives, notamment, mais pas que. C'est Georges Heine. C'est Georges Heine qui commence à... C'est-à-dire, c'est comment, y compris dans les formes urbaines, mais pas seulement dans la ville, dans tous les territoires, on redonne envie d'habiter à proximité, d'habiter ensemble, de vivre ensemble, et donc comment on crée
architecturalement et de façon urbaine sur les espaces publics, sur les logements, sur la manière dont on s'approprie les espaces publics, mais cette question de désir de ville, d'envie de ville, et donc d'envie un peu de vivre ensemble parce qu'on est condamné à vivre ensemble. Et je préfère qu'on le fasse de manière réfléchie, négocier, même si parfois on s'engueule, que ce soit quelque chose de subi, parce que je préfère une densité négociée, compliquée, etc., qu'un certain nombre de densités qui sont subies, où les gens ne se reconnaissent pas, ils ne se connaissent pas, et c'est le cas dans un certain nombre de villes. L'avant-dernier élément, c'est qu'effectivement, quand on parle d'étalement urbain, il faut qu'on sorte de la stigmatisation du seul logement responsable de l'étalement urbain. C'est vrai que le logement est en partie responsable d'eux, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est des infrastructures routières pour desservir tous ces bidules-là, et pas seulement Grand Pont, Tourment Ouest, mais tout le reste, c'est-à-dire c'est les infrastructures qui prennent. Et puis c'est les zones d'activité, parce qu'effectivement, les zones d'activité, on est dans une situation, et je le vois, dire que ce soit à Strasbourg, à la communauté urbaine ou ailleurs, dès qu'il y a, allez, comment je dois dire ça diplomatiquement, dès qu'il y a une activité qui veut s'installer, c'est tapis rouge. Légitimement parce que c'est de l'emploi. Et donc c'est parfois tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion. Sur le logement, on dit densité, qualité urbaine, qualité architecturale, mais après des hectares de boîtes à chaussures, à rez-de-chaussée, il n'y a plus, je dirais, la négociation sur le, quand je dis c'est le pouvoir économique, alors, non mais dans le rapport à l'emploi, dans le rapport à l'économique, je dirais il n'existe plus. C'est-à-dire que tout est possible, pour reprendre quelque chose dont j'espère bientôt qu'on tournera la page, mais là je fais juste une petite parenthèse. Et donc je crois que c'est important de se dire comment aujourd'hui générer, développer de l'emploi, parce qu'il y a quand même 10% de chômeurs, sans effectivement faire n'importe quoi en termes d'aménagement du territoire. Et c'est aujourd'hui un peu ce que l'on fait entre Roppenheim, la zone d'activité de Brumat et ailleurs, mais aussi au sein de la CUS. Et la dernière chose, après je m'arrête, c'est qu'on revienne à de la planification urbaine à une échelle qui soit pertinente. L'échelle pertinente, ce n'est pas la ville de Strasbourg. Je ne suis même pas convaincu que ce soit la communauté urbaine de Strasbourg. C'est une échelle soit au niveau départemental ou au niveau régional. Cet après-midi, il y a eu un débat à la librairie Kléber, et il y a un promoteur qui est venu, alors je ne sais pas s'il est dans la salle, et il disait à un moment, il y a quelques années, la communauté urbaine de Nancy avait dit « on bloque, nous, l'étalement urbain ». Emballer, peser, on arrête. Qu'est-ce que ça a généré? C'est que tout le monde s'est installé 20 km après. Et que la bonne volonté, enfin je dirais, dans le projet politique qu'avait l'agglomération de Nancy, qui est de dire maintenant on arrête, mais tout le monde a été à Pont-à-Mousson, à Toul, etc., etc. Et donc, non seulement, parfois, je dirais un projet politique consistant peut avoir de l'impact, mais parfois il a tellement d'effets collatéraux que ce qu'on a souhaité faire, je dirais parce qu'il n'y a pas le secteur pertinent, qu'on fait encore pire que ce qu'on voulait faire. Voilà très rapidement. Merci Alain Yound, je crois qu'on a bien saisi la schizophrénie de la situation. Non, de la situation, effectivement. Il faut faire plus et mieux avec moins, mais ça, on va finir par s'y habituer et à y arriver. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plusieurs choses dans votre discours. D'une part, la question territoriale. Effectivement, je crois que c'est pas à un niveau local que ça se joue. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur ces questions-là déjà depuis une trentaine d'années, en travaillant sur Rotterdam et sur Londres, où on se rend bien compte qu'on est dans cette banane bleue qu'on appelle la Randstad, donc cette ville qui descend, et on est dans ce couloir rhénan. Je crois que l'échelle, c'est celle du couloir rhénan. On est dans un territoire siamois. Le Rhin est au milieu, mais des Vosges à la Forêt-Noire, la problématique est la même. Elle n'est pas traitée tout à fait de la même manière, mais les symptômes sont les mêmes et les désastres sont pas loin d'être équivalents. Donc il y a un vrai enjeu, et je pense que à Strasbourg, après l'aventure du Scotter, qui devrait, à mon sens, se perdurer, se continuer d'une manière ou d'une autre, il y a une nouvelle aventure qui me semble tout à fait excitante et qui serait bon, pas loin des élections, de relancer fortement, c'est la question de l'Eurodistrict.
parce qu'effectivement, on est en territoire transfrontalier et qu'il faut dépasser, il n'y a pas de limite à l'étalement urbain, et on observe bien que beaucoup de Français vont en Allemagne et vice-versa, sans parler de la question de l'emploi, etc., etc. Mais on est vraiment dans cette culture rhénane qui nous amène jusqu'à Rotterdam, et il y a des solutions qui sont traitées sur tout ce territoire-là. Et c'est à cette échelle-là qu'il faut le voir, et en particulier avec un outil politique que peut devenir l'Eurodistrict, qui pourrait être un peu plus, on va dire, doté et actif, parce que les enjeux me semblent extrêmement importants. Cette question territoriale, évidemment, elle est traitée partout dans le monde, et de manière bien plus complexe, j'ai envie de dire, et délirante qu'ici. Je travaille actuellement sur l'extension sud-est de Shanghai, et je pars au Vietnam, là, sur Ho Chi Minh, où c'est totalement délirant, puisque le Vietnam devient la nouvelle Chine. Donc là, c'est une folie totale. J'ai envie de dire qu'on a encore beaucoup de marge du temps. Néanmoins, ce dont on n'a pas parlé, je crois qu'il nous intéresse beaucoup, et j'espère que la salle pourra aborder la question. Ça a été évidemment abordé, comme on a très peu de temps et qu'on veut passer au débat. C'est la question aussi de cette morphologie de l'étalement. C'est-à-dire que l'étalement, c'est pas juste un laisser-aller, même si effectivement le rêve de la maison individuelle est calibré aussi d'un point de vue bancaire et facilité. C'est pour ça que en ville, la densité, la clé aussi, là, c'est quand même l'argent et le coût du foncier. Je pense que là, il y a aussi des efforts à faire, en particulier à la communauté urbaine de Strasbourg. Parce que oui, je trouve que la ville ne sera accessible plus qu'aux riches, voilà, et c'est le phénomène aussi qui se passe. On vire les vieux, on vire les pauvres, et puis on se fait une ville pas trop dense et bien sympa, avec des nous, bon, d'accord. Mais enfin, le droit au logement, c'est aussi, c'est pas juste un droit, c'est une obligation, autant que je m'en souvienne. Et la question de la morphologie de l'étalement, c'est de dire aussi que l'étalement, c'est à moitié-moitié, ça c'est pas inintéressant, 50%, c'est-à-dire quelle forme prend l'extension des villages, et ça on l'a très bien vu sur les cartes, les photos aériennes rouge et noir, c'est 50% d'étalement, effectivement, d'extension urbaine, de consommation du territoire, et c'est 50% de densification urbaine. Et vous l'avez souligné, et les architectes qui sont ici et les apprentis architectes sont ceux d'une génération, il va falloir travailler dans les interstices. Il faut densifier, non seulement en allant parfois en hauteur, mais surtout en resserrant les rangs et en inventant d'autres modes d'habiter. Alors on connaît certaines formules, les CAUE, etc. L'ADUS travaille sur des modèles de typologie d'habitat. Donc je crois que là il y a vraiment un enjeu important, et c'est plutôt rassurant de savoir que c'est moitié-moitié, et que dans cet étalement urbain, 60% c'est du logement et 40% c'est des activités. On est, je crois, à 800 hectares par an à peu près en Alsace, hors infrastructure routière. Enfin, je ne parle pas des dessertes, mais je parle des grosses infrastructures. Donc il me semble important ici d'insister sur le fait qu'effectivement, une des pistes, c'est de travailler dans les interstices, c'est de densifier les villages et de redonner du sens et de l'activité. C'est de repenser la question des zonings, parce que le zoning a été, lorsque je m'excuse de le dire, l'urbanisme s'est déclaré science, presque science au début du siècle dernier, et s'est instrumentalisé, a donné des schémas extrêmement complexes aussi pour bien montrer que cette schizophrénie ne pouvait pas être partagée, que c'était bien le territoire des spécialistes, et merci si on peut l'ouvrir à d'autres, et la participation, le participationnisme, on va dire, me semble aussi être une des pistes, mais qui devrait permettre de remettre en question aussi le zoning, c'est-à-dire que le déplacement, la mobilité, quand on voit qu'on a doublé les déplacements, qu'ils augmentent de 30, enfin c'est quand même délirant par rapport à l'état de la planète, et ça veut dire que travailler au même endroit que on habite, c'est un peu l'idéal, on va dire, et c'est à mon sens aussi une des priorités pour lutter contre l'étalement urbain. Donc, pour conclure en 3 mots, parce que je pense que l'intérêt du débat, c'est le débat, donc ça va être vos questions, vos réponses, c'est se poser la question effectivement de quelle urbanité on veut, quel paysage on veut préserver, quel territoire et quelle qualité de vie. Pour ma part, si c'est pour lancer le débat, je pense qu'il faut qu'on soit très sévère,
qu'on limite l'expansion urbaine de manière à conserver qu'un paysage soit un paysage, que la campagne soit la campagne et la ville de la ville, et qu'on évite cette Los Angelisation de la plaine d'Alsace qui est inéluctable. Et là, on peut faire une politique du pire très facile, hein. Il suffit de rajouter des taches rouges partout, et on a des tics sur toute la carte. Voilà. Donc, maintenant, il est temps de vous passer la parole. Donc, quelques petites règles. Levez la main et on va essayer de... Donc, peut-être, monsieur, je propose que les enseignants de l'école soient privés de parole. Sinon, il y en a pour 2 heures. Non, je plaisante, Albert. Tu es 3e sur la liste. C'est monsieur qui parlera après. Je m'appelle Denis Mater. Ça marche, oui, présentez-vous. Je m'appelle Denis Mater, je suis président de l'association Zona, c'est-à-dire quelque chose dont vous n'avez pas parlé, c'est la ceinture verte de Strasbourg, les glacis, qui donnent des boutons à tout le monde. 3 minutes, si vous voulez bien. 3 minutes, sur, oui. La ville historique n'avait pas un seul espace vert, la ville allemande en a eu 2 parcs, l'orangerie et les Comtades. Et autour, il y a une ceinture d'espace vert qui est protégée par une loi. Cette loi dit que 20% de la surface non construite en 90 peut être urbanisée. 20% de la surface non construite. Or, votre livre n'a pas de sens pour les gens de la ville parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas. Monsieur Youn ne peut pas comprendre ça parce que la tentation du bitume, quand on calcule le pourcentage qui n'est pas construit, on ne comprend pas le bitume. Tout ce qui est bitumé n'est pas construit. C'est considéré comme des espaces naturels à Strasbourg, y compris les voies ferrées, les ballasts. Alors c'est pour ça que ce livre c'est assez drôle de venir ce soir entendre parler de ça, et je vous rends attentif à ça, monsieur Youn. Pour monsieur Hamelin, quand c'est bitumé, quand c'est recouvert de ballast, c'est construit. Vous voyez, à la différence des calculs qui sont faits dans les services de la ville. Oui, enfin, il faut bien se déplacer aussi, on ne vole pas encore. Non, mais on le considère comme construit. Ce que dit monsieur, c'est que quand c'est bitumé, c'est construit pour nous aussi. Or, dans les calculs de la ville, dans les 20%, il n'y a pas 1 cm² d'autoroute et pas 1 cm² de voie ferrée qui sont décomptés comme surface construite. Voilà. Donc je pensais que quand on construit une ville, on construit aussi des territoires pour se déplacer, pour stationner, pour desservir, et que ce n'est pas de la nature, c'est de la ville. Et donc moi, je voudrais simplement qu'on inverse le regard, non pas voir la nature depuis la ville, mais la ville depuis la nature, et je serais plutôt un défenseur des interstices. Parce que je pense qu'on ne parle pas du tout de la trame verte et bleue régionale. Où est-ce qu'elle a sa place dans votre ville? Entre les blocos, entre les immeubles, entre les souterrains et les tours, où est-ce qu'il y a de la nature? Si on regarde Rive Étoile, qui est la dernière production en date des architectes à Strasbourg, les interstices, c'est les espaces entre 2 plaques de béton. Non, mais d'accord. Je veux dire, c'est ça la ville de 2010. La ville de 2010, je pense qu'avant, on a quand même fait mieux. Donc il faut quand même se poser la question, où est-ce qu'on met les espaces verts. Mais avant, ce n'était pas les mêmes conditions non plus, monsieur Mater. On a toujours une loi. On ne peut pas comparer et on a toujours une loi qui protège ces espaces verts, et cette loi n'est pas appliquée comme elle devrait l'être. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Heureusement qu'on n'a pas construit des lotissements là-dedans. Est-ce que je peux dire un mot sur le bitume et la protection des espaces verts? D'abord, pour ce qui me concerne, enfin dans le livre, quand on aborde le chapitre des solutions, on essaye de voir, d'inciter les gens à penser effectivement à une échelle élargie, au-delà de simplement du projet, et y compris pour les architectes, au-delà simplement du projet de petits îlots ou d'immeubles, et de savoir quelle densité on va faire sur un immeuble. Il faut penser ça à une plus grande échelle aussi, quand on fait des calculs, qu'on essaie de voir la densité. Et du coup, parce que dire pour lutter contre l'étalement urbain, comme on l'entend parfois, là je dis pas en Alsace spécialement, hein, mais comme je l'entends parfois, genre, oh donc il faut densifier, ça peut pas marcher comme ça, ou alors effectivement je sais pas quel cadre de vie on va proposer, et puis le fait de densifier un peu, enfin si on développe un cadre de vie qui est absolument déplaisant, ça peut aussi avoir le même phénomène, le même effet que l'effet report dont on parlait tout à l'heure sur Nancy quand on a gelé les terrains. Mais alors, non seulement nous on prône dans ce bouquin de développer la nature en ville, mais d'abord on n'est pas les seuls à faire ça, je pense qu'il y a pas mal d'urbanistes et aussi de municipalités qui essayent de faire ça. Il y a plein de manières de le faire, je n'entrerai pas dans le détail. Moi, je suis pour les grands parcs en ville aussi, quand on a la possibilité de le faire. Je pense que même à Strasbourg, il y a peut-être encore des ressources, bien que ça soit une ville assez verte. Mais en contrepartie, alors où est-ce qu'on construit? Si d'un côté on dit, voilà, on réduit, on arrête carrément l'extension de la tâche urbaine, de l'autre côté on protège tous les espaces verts en ville, parce qu'il nous faut effectivement des poches de respiration.
Et alors il faut arriver, et c'est pour ça il faut peut-être être un peu plus concret, préciser, parce que quand on parle des interstices, comme font parfois les architectes, des mots assez conceptuels, des trucs effectivement où tout le monde ne sait pas exactement de quoi on parle. Non mais attendez, quand on parle d'une ville, je vous dis les interstices c'est quoi? D'un côté vous avez l'interstice qui est interprété par monsieur comme étant finalement la ceinture verte qu'on est en train et qu'on a bétonné déjà depuis les années 60, hein, la ceinture verte de Strasbourg avec la rocade, c'était le premier truc qui a bouffé la ceinture verte, après c'était foutu, hein, si je peux dire, le port, voilà. Oui, bon, peu importe la manière dont on le compte, mais l'important c'est la manière dont on le vit. Donc, non, mais c'est pour ça que je dis juste, parfois il faut faire gaffe aux mots qu'on utilise, densification, interstice, et après au niveau des débats, finalement, c'est plus de quoi on parle. Je voudrais juste dire, il y a un endroit par exemple où on peut construire sans dommage. Aujourd'hui, on pourrait, c'est sur les parkings existants, par exemple, les parkings justement ces belles étendues de nappes de bitume. Donc dans le bouquin, on s'est amusé quand même à faire le calcul sur les données du ministère de l'Agriculture qui calcule les surfaces, l'occupation des sols. Il y a 10% de l'urbanisation nationale qui est occupée par des parkings à peu près, c'est quand même énorme. Alors ça fait 5000 km² au niveau national, hein, là j'ai pas reporté le calcul en Alsace. Pour les architectes qui sont déjà bons en urbanisme, si vous mettez 100 logements par hectare, ce qui est une bonne moyenne pour une petite opération d'immeuble de 4-5 étages, donc sur 5000 km², on pourrait loger 100 millions de personnes en France. Juste sur les parkings. Voilà, bon, c'est un peu pour la boutade qu'on dit ça dans ce bouquin, parce que évidemment les parkings par endroits, il y en a qui sont des endroits tellement mal foutus qu'on n'a aucune envie d'y mettre des logements. Mais il y a des endroits où ils sont bien placés. Et, par exemple, là, j'aimerais bien voir ce dégelé. Je ne sais pas ce qu'il en est d'ailleurs. Peut-être Alain Youn pourra nous le dire, de cette opération que j'avais vue à Strasbourg sur. En tout cas, l'initiative, je la trouvais très dans cette idée d'utiliser les parkings sur le site de la Rotonde à Strasbourg, où on avait un vaste parking relais qui avait été fait dans un premier temps à bon marché dans les années 90. Puis finalement, là, on a maintenant compacté le parking pour faire de la place pour des logements, justement. Et où là, quelque part, on ne perd pas d'espace naturel, même si je sais qu'historiquement, c'était aussi la ceinture verte qui, malheureusement, était déjà perdue à cet endroit. Je m'excuse. Peut-être... Je suis modérateur. Oui. Non, mais bien sûr. Enfin, moi, personnellement, je pense qu'on devrait protéger les ceintures vertes quand il en reste dans des villes qui sont déjà assez denses. À mon sens, c'est indispensable pour pouvoir revendre après la ville dense. Mais ça peut aussi être. Il n'y a pas que la verdure dans la ville qui rend le cadre de vie agréable. Ça peut aussi être des zones piétonnes. Quand vous parlez du projet Rive Étoile. Au départ, à l'origine, moi j'habitais à Strasbourg à l'époque en 95. Le premier projet que nous avait concocté la mairie de l'époque, ça consistait à faire je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a certains qui l'ont connu, un grand centre commercial fermé sur lui-même. Non, il y a eu 3 projets, mais disons le deuxième projet, il y avait un plan d'aménagement de zone avec on refilait un grand terrain, un pack pour qu'un promoteur puisse construire son centre commercial façon Les Halles. Et à l'époque, je me souviens, moi j'avais signé des pétitions, on s'est battu, il y a plusieurs assos qui se sont battus pour que, un, il y ait quand même de la verdure qui soit gardée au milieu de la place, et deux, le centre commercial au bord de l'eau soit coupé par des espaces piétonniers, qu'on puisse avoir, et qu'on ait des commerces qui donnent sur l'eau, et qu'on n'ait pas un truc juste refermé sur lui-même comme les Halles. Pour moi, aujourd'hui, enfin, j'amène des gens de Paris de temps en temps voir cet endroit, parce que c'est un endroit qui est, même si c'est pas la verdure, ça fait quand même quelque part rentrer la nature en ville, parce qu'on a ce contact entre les cafés, par exemple, qui sont au bord de l'eau, la promenade, le truc en été avec les transats, les passerelles, etc. Il y a un rapport à la nature là, qui passe par l'eau. D'ailleurs, il y a plein d'oiseaux. Quand on ramène des touristes, je vous assure, ils sont ahuris de voir le nombre de cygnes qu'il y a dans Strasbourg, dans des endroits comme ça. C'est une part de la nature qui rentre par l'eau, là, en l'occurrence. Oui, en même temps, je tiens quand même à dire, sur la question de la ceinture verte, évidemment, je ne vais pas dire que je suis contre la ceinture verte, contre la nature, etc., etc., je veux dire, évidemment. Néanmoins, je crois qu'on est dans une situation où il s'agit de gérer le chaos, que c'est une situation qui est tout à fait schizophrénique et qu'on ne peut pas non plus être doctrinaire sur des questions qui sont en mouvement et en perpétuelle évolution. Donc si vous voulez, autant les lois que les zonings, etc. doivent évoluer. On est dans une société en mutation et donc on ne peut pas rester figé sur la cathédrale, etc., etc. Mais en même temps, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir des points trop doctrinaires. Laissez-moi, il y a 2 personnes qui ont demandé la parole et je pense qu'on ne va pas se monopoliser juste sur la question de la ceinture verte. Monsieur... Oui, Maurice Muller du conseil de quartier Bourse Esplanade Cruteno. Alors, Monsieur Heinz, vous avez dit, je crois, qu'il faudrait également essayer, enfin,
si possible, densifier les villages centres. Hein. Vous avez dit ça plus ou moins. Alors, effectivement, ce serait une bonne chose, mais moi, je connais pas mal de cas de communes hein, à la périphérie de Strasbourg, dans lesquelles les habitants du village en question, et notamment ceux qui habitent depuis peu, hein, c'est-à-dire des ex-citadins qui ont fait construire dans les villages en question, eh ben, ils ne voient pas du tout d'un bon œil la construction d'immeubles ou de logements collectifs, surtout si ces logements sont destinés à des logements sociaux, quoi, ne serait-ce que pour respecter la loi SRU. Il y a encore beaucoup Je comprends très bien. En même temps, d'inertie, d'hostilité même. Parfois. Tout à fait. En même temps, monsieur, il y a tout un panel de dispositifs possibles. Je prendrai simplement dans les villages, vous savez bien que suite au remembrement, etc., il y a de moins en moins d'exploitations agricoles qui sont en activité. Ça veut dire qu'il y a des fermes dont une partie du L ou du U, l'ancienne grange, etc., est tout à fait vide, inoccupée, qui peut très bien, sans dénaturer, et au contraire, en faisant une requalification urbaine, architecturale, être réhabilitée et permettre d'y installer 2-3 logements, vous voyez ? Donc il n'y a pas que l'immeuble collectif qui vient en verrue, en périphérie d'un village évidemment, et de toute façon, toutes ces démarches devraient être accompagnées aussi, j'ai envie de dire, d'un vrai programme de plantation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, les villages alsaciens, qui sont très souvent des villages-rues, finissent par se toucher. On va être bientôt dans un continuum urbain. Donc, à un moment donné, il s'agit bien d'arrêter, enfin, de limiter ça. Et pourquoi pas aussi avoir des programmes d'accompagnement, des obligations pour les lotissements de planter en limite, etc., de manière à intégrer, de retrouver une qualité de paysage, etc., etc. Ce sont des choses assez simples. Je veux dire, forcer à planter des arbres, enfin, pas forcer, mais enfin... encourager ou forcer, enfin peu importe, on peut avoir des démarches qui ne sont pas là, ni doctrinaires, ni... vous voyez, qui sont... Alors j'ai un exemple, une expérience absolument révolutionnaire que je vous recommande de consulter sur Internet pour ce qui concerne la densification des villages, enfin en tout cas on va dire plutôt des zones pavillonnaires du périurbain et qui donc, pourraient concerner tout un tas de villages alsaciens, du moins ceux qui sont un peu desservis déjà par des transports ou des services de proximité. C'est l'expérience BIMBY. Qui est-ce qui connaît ça, qui a déjà entendu parler de ce truc? Non, alors BIMBY, c'est un programme de recherche. On en parle dans le livre un petit peu. C'est un programme de recherche monté par des profs d'école d'archi notamment, mais aussi de fac de géographie, des sociologues, qui ont monté un projet auprès de l'Agence nationale de la recherche. Donc voilà, on a une subvention, enfin je ne connais pas exactement tous les dispositifs universitaires. Ici, on a bossé beaucoup sur le PIRV et puis je voilà. reviendrai. Bon, et donc en fait, ce groupe d'enseignants-chercheurs ont monté un projet qui s'appelle BIMBY. Alors BIMBY, ça veut dire, c'est une plaisanterie par rapport à NIMBY. Et NIMBY, c'est une expression qui veut dire not in my backyard en anglais, qui est ce phénomène, enfin un concept inventé par les anglo-saxons pour décrire ce phénomène justement que vous décriviez là, où on ne veut pas que les constructions se fassent juste dans le jardin derrière chez soi. On veut bien que ça se fasse un peu le logement social, on ne voudrait pas qu'il soit à côté. Voilà, oui. Ben, typiquement, voilà, c'est ça c'est le phénomène NIMBY. Et alors BIMBY, l'astuce de ces chercheurs, c'est build, j'ai mal prononcé l'anglais, mais build in my backyard, donc construire dans mon jardin. Et donc ils se sont lancés dans une recherche où ils regardent ce qui existe comme expérience de gens qui avaient un pavillon et qui ont divisé leur terrain en deux et qui ont finalement construit un logement en plus sur le terrain d'origine. Et là où ils vont plus loin, où là ça devient intéressant, c'est qu'ils ont aussi lancé quelques expériences pilotes de révision du plan local d'urbanisme. Là, je pense que la plupart des gens savent ici ce que c'est que le PLU, donc le règlement des sols de la commune. Ils se sont lancés sur une expérience avec donc, quelques petites communes tests pour essayer de réviser les droits à construire, parce que dans beaucoup de communes, en fait, aujourd'hui, où il y a des lotissements, on n'a pas le droit de construire plus. On ne peut pas faire ce BIMBY, décider soi-même de densifier en fait, son propre terrain. On ne peut pas parce qu'on a hérité d'un règlement des sols où on a reproduit à chaque fois qu'on a révisé, on est passé du poste au PLU, on a refait, on a le droit, grosso modo, vous avez le droit juste de garder votre maison et de construire un parking en plus de 15 mètres carrés. Ou maintenant, avec plus de 30%, vous pouvez construire une chambre, mais vous ne pouvez pas faire un vrai logement.
Bimbi, c'est carrément une autre logique, c'est pas plus 30%. Dans ce cas-là, vous avez bien compris le truc, c'est en général, c'est plus 100%. Voilà, ça veut dire que vous prenez un terrain de 1000 m², c'est souvent la taille des terrains en lotissement, 1000 m². En Alsace, c'était parfois plutôt 800, mais enfin, vous avez même 800 m² si la maison est pas trop mal placée. Ou alors, si vous avez des architectes astucieux qui viennent vous aider à découper votre terrain, vous pouvez rajouter un logement, donc plus 100%. Et alors, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'ils arrivent à convaincre des villes de changer leurs règlements pour permettre ça, mais vraiment en sur-mesure, de façon à ce qu'il n'y ait pas des conflits de voisinage, et qu'en même temps, en plus, là, on assume le fait que effectivement, que les pavillonnaires se font un peu une plus-value en vendant un terrain. Mais on l'a dit dans d'autres débats et dans d'autres lieux, les pavillonnaires, c'est pas toujours des gens qui roulent sur l'or. Et malheureusement, ça va sans doute l'être de moins en moins, puisque effectivement, avec le problème du prix du pétrole, les zones pavillonnaires vont peut-être être un peu dévaluées à force d'être peu desservies par autre chose que la voiture. Bon, moi, je suis pas trop d'accord parce que le programme Bimbi, c'est de la poudre aux yeux. Ah bon ? Oui. C'est intéressant comme recherche. Oui, voilà, comme recherche. Mais bon, on a besoin, à mon sens, plus que de la recherche, on a besoin de l'expérimentation directe. Oui, Cela juste une chose là sur Bimbi, c'est juste intéressant. Ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est qu'à l'instar de ce que Alain Youn vantait sur notre livre, il y a un avantage de vulgarisation sur leur travail, c'est-à-dire qu'ils font un site internet. C'est pour ça c'est intéressant pour ça aussi pour moi, cette expérience, parce qu'ils communiquent, ils essayent de diffuser un message et une idée. Quoi. Dans les lotissements des années 70, où les maisons occupaient des terrains d'à peu près entre 8 et 12 arts, aujourd'hui on est à 3, 4, 5 arts, donc là, densifier, ça ne me semble pas possible, donc les solutions sont ailleurs. Et par ailleurs, ces lotissements ont des problèmes de vieillissement, c'est-à-dire que c'est des populations qui aujourd'hui sont très âgées. Donc il y a aussi d'autres solutions, enfin, mais c'est un panel. Je pense qu'il est important, c'est que de toute façon en urbanisme, il n'y a pas une solution, deux solutions, il y a toute une série de solutions, ces solutions évoluent, changent. Le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, les financements, et sans ça, on ne fait pas. Et ça, vous l'avez tout à fait bien dit, c'est un problème d'éducation des élus. Parce que le phénomène Not in my backyard, vous avez le même au niveau communal, c'est-à-dire que, évidemment, chaque maire va balancer la décharge de son village à l'extrémité du banc communal, et ainsi de suite. Et ça, c'est intéressant de l'observer, entre autres, dans des vallées. Parce qu'on voit les phénomènes qui se passent dans les plaines de manière très accélérée. Et sur la question de l'infrastructure, évidemment, il y a énormément d'enjeux. Il y a des mains qui s'étaient levées. Albert, en croix Bon, exceptionnellement. Quelle mansuétude. Marche. Non. Moi, je Présentez-vous, s'il vous plaît. Revenir un peu sur la présentation de ces phénomènes d'étalement urbain. Oui, excusez-moi, Albert Lassala, donc enseignant dans cette noble école. Et donc, pour faire remarquer d'abord que, historiquement, déjà, nous sommes dans la plaine d'Alsace d'un système urbain très hiérarchisé et décentralisé. Et donc, forcément, ce réseau, comme une toile d'araignée avec la ville-centre et puis les villes moyennes, etc., forcément ne pouvait que produire une diffusion de l'urbanisation. Moi, je pense qu'un des problèmes qui s'est posé, c'est effectivement, la décentralisation, qui n'a été qu'à l'échelle communale et non pas à l'échelle régionale, donc de faire de l'aménagement du territoire. 2, la question de la politique foncière, qui a complètement disparu des politiques publiques, alors que quand moi j'étais étudiant, tous les colloques parlaient au moins de ça, c'est-à-dire quelles sont les politiques foncières, quels sont les outils de la politique foncière, etc. Et 3, le problème de la mondialisation, de la désindustrialisation, parce que là encore, regardons l'Alsace, les années 60, 50, 60 encore, des villes comme Pfaffenhofen, où vous avez 2 brasseries, des usines de chaussures, des usines de casseroles, etc. Franchement, aujourd'hui, sans la question de la réindustrialisation, enfin pas la réindustrialisation, mais le réemploi, la relocalisation, aussi bien industrielle que agricole, on ne peut pas non plus lutter contre les conséquences, effectivement, non pas d'un étalement urbain qui, pour moi, n'est pas une tare en soi, dans le sens, enfin,
d'un désurbanisme, je dirais, en tous les cas d'une lutte contre une métropole qui aurait tout accaparé, parce que c'est pas possible. On n'est pas à Lyon, on n'est pas à Bordeaux, on n'est pas dans une situation géographique de ville-centre, on est dans une situation régionale de 10 villes historiques qui avaient formé la décapole, etc. Donc on a, dès le départ, une décentralisation de l'urbanisme. Et donc forcément, je pense que c'est un courant historique qu'il faut garder. On ne peut pas vouloir comme ça lutter contre ça, sans parler non plus de la rente foncière. Parce que bon, qu'est-ce qui a fait que les gens partent plus loin? C'est qu'à Strasbourg, qui peut se loger encore aujourd'hui en dessous d'un certain nombre de revenus? Donc ce qui fait qu'effectivement Strasbourg a la difficulté entre les gens captifs qui ne peuvent pas quitter Strasbourg, donc qui restent dans les grands ensembles et les HLM, et effectivement les gens qui ont les moyens de revenir dans la ville, la nouvelle ou l'ancienne, etc. Donc il y a vraiment un problème lié à la politique foncière, que bien sûr je n'attribue pas à cette municipalité, mais qui a été abandonnée depuis 30 ans et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas les moyens de faire une offre suffisante, effectivement, pour faire baisser les prix, parce qu'on sait que c'est une simple loi de l'offre et de la demande. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir un regard ethnocentré, je dirais, à partir de Strasbourg. Merci Albert. Merci cher Georges. Il y a deux messieurs là derrière et puis un troisième, monsieur Corr. Oui, merci. Bernard Schall, je suis président d'une association de sauvegarde du patrimoine à Fegersheim, pas loin d'ici, commune de la Deuxième Couronne. Par rapport à ce qui a été dit ce soir, je crois qu'il y a un certain nombre d'explications que vous avez bien fournies, mais il y a une réflexion que je ne vois pas apparaître et je pense qu'elle devrait être présente dans notre débat et dans les réflexions, parce que finalement, on est en train de dire l'avenir, c'est dans les métropoles. Les métropoles vont devenir de plus en plus grandes. D'ailleurs, elles font tout pour grandir, les métropoles, parce que c'est naturel, parce que la richesse attire la richesse, et donc, d'ailleurs, elles grandissent naturellement, elles n'ont même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et à côté de ça, on a quand même des zones qui sont plutôt des zones qui sont délaissées. Donc, il ne faut pas dire qu'en France, tout est trop densifié. Alors, c'est vrai que le Bas-Rhin, c'est un petit peu particulier, mais même si on va un petit peu plus loin vers Puxillère, Alsace-Bossu, tout n'est pas rempli, tout n'est pas construit. Il n'y a pas encore ces problèmes de densification à ce niveau-là. Je ne vais pas en Haute-Marne, je ne vais pas en Haute-Saône, où c'est vraiment des endroits où c'est le désert. Alors, finalement, le problème qu'on n'a pas abordé, on a dit les gens, ils vont habiter plus loin, mais l'activité reste dans les villes. Et pourquoi on ne réfléchit pas, comme on essaie de le faire, les politiques d'aménagement du territoire vraiment volontaristes, pour dire l'activité, vous avez un peu abordé le sujet, il faut le rendre aussi dans ces bourgs, dans la campagne, pour éviter ces déplacements. Et je crois que, parce que il y a quand même, vous avez dit, c'est un luxe qu'on pourra plus se permettre la maison individuelle, mais c'est quand même une aspiration profonde des gens, d'avoir leur coin de jardin, d'avoir un certain nombre de choses où ils puissent faire. Quand on parle de densification des villages, ok, on est d'accord, on peut densifier. Juste entre parenthèses, si on densifie dans les villages, là, quand on remplit les interstices ou les dents creuses, et comme on a des architectes beaucoup avec nous, de grâce, faites-nous un petit peu quelque chose qui s'intègre mieux, qui s'harmonise mieux, parce que ce qu'on a fait ces 20 dernières années dans les cœurs des villages alsaciens, c'est vraiment pas à notre gloire. Hein, et il y a vraiment autre chose à inventer, et il faudrait faire un concours d'architecture pour que ces choses-là s'intègrent mieux dans nos villages. C'était juste une petite parenthèse, parce que là, je crois qu'il y a vraiment du boulot et qu'on a fait vraiment n'importe quoi. Mais la réflexion, c'est de dire il faut inverser les choses et ne pas attirer toujours l'activité aux mêmes endroits. Il faut là aussi faire vraiment de l'aménagement du territoire. Merci monsieur. Monsieur là-bas avait lavé la main, puis tout à l'heure, je pense qu'on pourra conclure avec monsieur Corr, parce qu'il est déjà 10 heures, et je crois qu'il faut penser à bientôt conclure. Habitant du quartier des Halles. Moi, j'ai été intéressé par le développement qui nous montrait très bien que l'étalement avait augmenté depuis 40 ans, régulièrement, mais que d'un autre côté, l'habitat collectif avait aussi augmenté. Donc l'argument de dire que les gens vont aller plus loin pour avoir la maison individuelle ne tient pas. Donc la question est de savoir pourquoi les gens vont plus loin avec toutes les contraintes auxquelles correspond cet éloignement, on l'a noté, les transports, la durée du transport, aussi le prix, etc.
Et je crois que la première réflexion à avoir, c'est de se poser la question, c'est de savoir pourquoi les gens prennent ces contraintes. Est-ce que c'est uniquement le côté financier? Je ne pense pas, mais il y a sûrement des études à faire. Vous avez dit que vous êtes sociologue, il y a peut-être une étude à faire. Et je crois une des réponses, c'était amenée par Alain, qui disait comment développer l'envie de vivre ensemble. Parce que pour lutter contre cette envie d'étalement, d'aller plus loin, je crois qu'il faut essayer de réfléchir aux idées qui permettent de vivre et avoir une vie en ville collective qui est attrayante. Je pense que c'est ça les éléments de réflexion pour la suite. Il y a plusieurs éléments sur cette question-là. Évidemment, la question des prix. Les prix, ça joue énormément, on en a peu parlé. Ce qui pousse les gens à partir, c'est que d'abord, les prix au sein des grandes agglomérations ou dans leur périphérie immédiate sont devenus extrêmement excessifs, particulièrement pour les classes moyennes. Si on prend l'exemple de la communauté urbaine de Strasbourg, il y a une offre là depuis un PLH qui a été adopté en 2009, qui est extrêmement ambitieux, qui vise à inverser les tendances en termes de construction de logements et qui fixe des ambitions extrêmement fortes en termes de logement social. Mais il y a aussi toute une partie de la population, particulièrement les classes moyennes, qui veulent accéder à la propriété et qui ne veulent pas forcément louer des logements, qui elles sont obligées, de par les prix qui sont pratiqués, d'aller chercher de plus en plus loin des prix plus faible. Il y a deuxième facteur sur tous les débats que j'ai entendus, toutes les questions, les interventions, il y a la question de ce qui explique cet éparpillement. Il y a la question de la gouvernance. Aujourd'hui, en Alsace, on a 527 communes, ça veut dire 527 maires qui décident, chacun dans son côté, de sa politique d'urbanisme. Et il y a depuis à peu près 5-6 ans, il y a des documents supra-communaux, type schéma de cohérence territoriale, qui essayent d'organiser, mais qui n'ont pas encore donné toute la mesure, parce qu'ils sont tout jeunes, toute la mesure de ce qu'ils sont capables de faire. Et puis on a beaucoup parlé de NIMBY. NIMBY, dire la population qui n'accepte pas qu'on urbanise à proximité immédiate de son. Mais ce n'est pas seulement la population, c'est aussi les élus. C'est aussi les élus. Il y a une politique de rétention foncière qui fait qu'il y a des communes, il y a beaucoup de communes qui se sont agrandies extrêmement rapidement et qui ont été obligées, du point de vue financier, d'accompagner cette urbanisation par des crèches, parce que les populations qui viennent, ce sont des populations urbaines qui ont des exigences d'urbain et qui veulent aussi avoir les équipements de type qu'on peut retrouver dans la grande agglomération. Donc les maires aussi sont aussi responsables d'une certaine façon d'une politique de rétention foncière qui ne permet pas de construire des logements. D'où ce qui explique les communes qui se sont développées le plus rapidement durant les années 80 et 90 se sont petit à petit fermées et ce sont celles qui sont plus lointaines qui ont ouvert du foncier. Et sur la question de l'agglomération, pour finir, oui, la question de l'agglomération. Le problème qu'on a aujourd'hui au sein de la communauté urbaine de Strasbourg, ce n'est pas un problème de phagocytage du reste du territoire, c'est l'inverse. Ça fait 10 ans que la communauté urbaine de Strasbourg produit 25% du logement départemental, au lieu de 50% auparavant. Ça veut dire qu'on est en train, non pas de favoriser le développement de l'agglomération au détriment du reste, on fait l'inverse. On développe ailleurs et la communauté urbaine, à ce rythme-là, si on continue le rythme des 10 dernières années, dans 5-6 ans, elle commence à perdre de la population. Et si on continue ce rythme-là, les populations iront s'installer de plus en plus loin. Et il y aura de plus en plus de gens sur les routes, voilà, et ainsi de suite. Le problème de la communauté urbaine, ce n'est pas un problème de phagocytage, j'insiste, c'est vraiment un problème de perte de substance. Juste sur ces questions de gouvernance et de territoire, c'est juste parce que ça en fait rire certains, je vois. On a fait un chapitre qui s'appelle « Le pudding territorial », qui essaie de décrire un petit peu comment ça fonctionne en France, effectivement. C'est pas qu'en France, il y a d'autres pays qui sont pas mauvais, mais enfin, en France, on est les champions en termes de morcellement communal
de subdivision et d'empilement, et avec en plus aussi des couches de réglementation qui sont particulièrement compliquées à comprendre entre le PLH, le SCOT, le PLU, le PDU. Je vous passe les détails, parce que quand tu dis le PLH, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Voilà, c'est un programme local de l'habitat, enfin tout ça c'est effectivement très touffu. Et je voulais juste faire une remarque aussi sur les... tout à l'heure on parlait des villes moyennes et de la décapole, enfin il y a eu plusieurs remarques sur la spécificité du territoire alsacien, et on parle des gens qui s'éloignent, etc. Il y a quand même un truc spécifique, enfin moi je le connais pas forcément aussi bien que toi sur le plan des statistiques, mais on a effectivement des villes moyennes qui sont quand même pas... je veux dire, la périurbanisation autour d'Aubernay, elle existe aussi à la petite échelle d'Aubernay, et idem à Haguenau, à la petite échelle d'Haguenau, et idem autour de Molsheim. C'est-à-dire dans la plaine du Bas-Rhin, c'est clair. On n'a pas que Strasbourg qui exporte son étalement urbain et en population et en formes urbaines étalées. On a effectivement plusieurs petites villes et villes moyennes qui elles-mêmes font de l'étalement urbain dans leur périphérie, voire sont meilleures. Elles ont tendance à consommer plus de place parce que c'est un atout pour elles en termes justement de concurrence entre les territoires. Et on parlait tout à l'heure de Brumat, on en avait déjà parlé à la librairie, mais voilà, on a un territoire comme Brumat vend en fait ce qu'elle a comme meilleur argument de vente pour attirer des entreprises et effectivement absolument avoir des emplois et de la taxe, enfin avant c'était de la taxe professionnelle, c'est voilà, de vendre du terrain pas cher, moins cher que l'ACUS, et voilà, tout ça, tout le monde est un petit peu impliqué là-dedans, on a une responsabilité qui est très collective et il faut effectivement tous s'y mettre. Merci. Monsieur, et ensuite monsieur. Et basta, et basta. Sébastien Corr, moi j'avais deux remarques. D'abord, je voudrais un peu défendre les architectes, parce qu'il a été quand même dit que les architectes semblaient manquer d'imagination. Moi je pense que les architectes sont tout à fait prêts, mais qu'il y a un problème qui est un peu au-dessus d'eux. C'est-à-dire que les architectes, ils ont le droit de réfléchir sur la parcelle qu'on leur donne, avec le règlement qu'on leur donne, avec des cahiers des charges qu'on leur donne. Et pour moi, le problème, il vient plus de la commande, de la pertinence de la commande, et de la matière grise qu'on veut bien mettre dans cette façon de fabriquer la commande. L'autre point aussi, je pense que les gens ont tout à fait envie de vivre ensemble. Ils ne vont pas s'entasser n'importe où spontanément dans des zones miséreuses. Et donc là aussi, je pense que la commande est très importante. On doit pouvoir arriver à refaire les choses un peu mieux dans les interstices, par-dessus, à côté. Mais donc je pense qu'il faut revenir à un urbanisme de projet, absolument. Je dirais que la question de la planification, pour avoir épluché pas mal de documents qui ont été fabriqués, les intentions, on les a. Je dirais que le diagnostic, il est partagé par tout le monde. Ce qui manque derrière, ça repose la question de la gouvernance de tous ces services techniques d'État et de la création de ces infrastructures qui finalement n'arrivent pas. Et ces schémas finalement de planification finalement ne se font pas ou ne deviennent pas opérationnels parce qu'à la fin, le transport en commun, il n'y arrive pas. Et donc le pôle de développement intermédiaire ou de transit ou multimodal, finalement, eh ben, la machine, elle se met pas en... Le système vertueux ne se met pas en place. Merci. Qui passe les commandes? Oui, rapidement, Michel Dupont à Cronenbourg, quelqu'un qui a été urbain, qui a été paysan après pendant 18 ans et qui est redevenu urbain à Cronenbourg. Je voudrais juste rappeler que tous ces gens qui vivent en ville ou qui vivent dans ces espaces, même s'ils ont des jardins, même s'ils font un petit peu de culture, bêtement, ils mangent au moins 3 fois par jour. Et que quand on a appris les chiffres assez récemment, des statistiques, qu'on était passé d'un département tous les 10 ans à un département tous les 7 ans, ça pose quand même un problème. Et on se demande si dans les SCOT ou dans les SCOTERS, on a pris la dimension aussi de la question de l'alimentation, de notre grande dépendance, de notre grande fragilité. On dit qu'ici à Strasbourg, on a 3 jours d'autosuffisance alimentaire. On a les modèles agricoles qu'on connaît. Je pense que la façon dont l'étalement et les différents types d'étalement se sont faits ont aussi concouru à maintenir un certain nombre, voire à renforcer un certain nombre de spécialisations de zones et d'activités agricoles, et que dans les schémas de cohérence territoriale, on devrait, pour aller sur la politique foncière des deux côtés, pas seulement la politique foncière pour urbaniser, pour produire du logement, mais aussi la politique foncière pour garder des terres agricoles, pas faire en France et dans les pays développés la même chose qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de l'accaparement des terres pour loger des gens sans penser à la question de les nourrir.
et de les nourrir en déplaçant le moins possible l'alimentation. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir à des schémas de cohérence agricole et alimentaire en même temps qu'on pense aux schémas de cohérence territoriaux. Vous avez tout à fait raison. C'est une bonne conclusion. Pour vous répondre quand même que le monde paysan et les organisations agricoles sont associés évidemment dans le SCOTER et dans les réflexions sur la gestion du territoire. Mais effectivement, il y a beaucoup à faire. Il nous reste à remercier d'abord Lise Lançon, qui est notre responsable de la communication et qui a rendu cet événement possible. Vous remerciez, vous, messieurs, de nous avoir éclairés et alimentés sur vos savoirs et vos compétences. Et à moi, vous remercier d'être venus aussi nombreux et dans la bonne humeur pour un sujet intéressant et passionnant. Je vous souhaite une bonne soirée.